Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Twi TV et Watt FM pour votre émission de Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 8 juillet 2022 et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Oui, doyen des juges Baha. Bonjour Président, bonjour juge Noussa, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour. Téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Bonjour, juge Ova. Pour la 5e et dernière convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre le docteur Harouna Louré. Il est député à l'Assemblée législative de transition au titre des organisations de la société civile. Et avec lui, il sera question de la rencontre des anciens chefs d'État du Burkina avec le président du Faso dans le cadre de la réconciliation nationale. Bonjour et bienvenue. Merci bien, monsieur le président. Bonjour, monsieur le juge. Voici planter le décor, mais tout de suite, les avant-propos. Juge Ouédraogo, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Merci, Président. Moi, je veux m'intéresser au sujet qui défraie la chronique depuis hier au Burkina. Il s'agit donc de cette rencontre au sommet des anciens chefs d'État avec le président d'Amiba, mais en insistant sur un volet important qui est que cette question est venue malheureusement éluder les questions de fond qui touchent le quotidien de bon nombre de Burkinabés. Il s'agit donc de la question sécuritaire et de la question humanitaire. C'est des questions qui sont posées, mais qui n'ont pas fait autant de bruit que cette visite annoncée, je dirais, de Blaise Compaoré. Le reste, c'est des artifices pour accompagner cela. Et donc ma pensée va ce matin à tous ces gens, ces hommes et femmes qui n'arrivent pas à dormir parce que au quotidien ils se demandent si les heures qui suivent les trouveront en vie. Je pense à eux ce matin en indiquant que de nombreux Burkinabés aussi qui ne sont pas dans ces zones sécuritaires là aussi pensent à eux. Et je voudrais dire que en cette veille de Tabaski, leur souhaiter une bonne fête et dire que nous pensons à eux, que les Burkinabés honnêtes et sincères pensent à eux et que la question de la venue de Blaise Compaoré et de cette rencontre avec les anciens présidents ne doit pas les faire oublier. Et c'est pareil pour les personnes déplacées aussi. Nous pensons à eux en ce moment. Bonne fête de Tabaski à eux pour ceux qui pourront fêter, s'ils ont l'esprit même d'ailleurs à la fête, et indiquer que nous espérons que si cette rencontre a lieu, ce serait justement une occasion pour définitivement régler cette question-là, parce qu'on a le sentiment justement que l'arrivée de certaines personnes vont faire en sorte qu'il n'y ait plus justement d'attaque au Burkina. Merci. Alors, juge Baha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci Président. Moi, je vais juste revenir sur un fait un peu triste, parce que c'est hier que Anaïs Drabo a été inhumée. C'est une pensée à l'endroit de quelqu'un qui avait ses choix, qui avait ses convictions, qui avait sa façon, n'est-ce pas, de l'exprimer, et puis ses positions et son combat. On n'épouse pas forcément quelle était la vision ou quelle était la méthode ou quoi que ce soit, mais ce qu'on reconnaît, c'est que c'est une dame qui s'est battue pour ces convictions-là. J'ai dit une dame parce que souvent, on en a, mais très peu, qui s'affichent et qui vont autant loin dans le combat, ne craignant pas outre mesure un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître. C'est triste qu'elle parte comme ça. Et c'est juste une pensée à son endroit et peut-être à ceux aussi qui ont été ses proches et tout. Le député Harouna Louré est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Déjà, première question de généralité. Vous êtes à l'Assemblée législative de transition. Après 45 jours de première session, quel bilan peut-on faire? Merci bien, monsieur le président.
Et avant de revenir à votre question, je souhaite rebondir également sur ce que vient de dire Juge Vara. Anaïs Drabo était une camarade de lutte. Nous nous sommes connus sur le terrain fortuitement. Et franchement, ça a été, comme on le dit, un coup de foudre dans l'engagement citoyen. Parce que voir une femme à ce niveau d'engagement qui prend autant de risques, qui va en prison, mais qui ressort, qui repart sur le terrain, pour moi, ça a été vraiment un choc d'apprendre ce décès-là. Pas de cette manière. Souvent, on y pense, peut-être qu'on va tomber, mais on n'imagine pas que ça arrive dans ces conditions-là. Et vraiment, c'est une pensée pieuse à l'égard de sa famille biologique, à l'égard de tous ceux qui l'ont connu. Comme le juge l'a dit, on peut ne pas être d'accord avec peut-être la manière, mais il faut lui reconnaître au moins ce mérite, de cet engagement-là, de cette conviction. Et c'est vraiment une pensée pieuse à l'égard de tous ceux qui l'ont connu. Concernant la question, le bilan des 45 jours de première session, pour moi, ça a été un cas d'école. Parce que quoi qu'on dise, la jeunesse, nous nous intéressons très peu au fonctionnement réel de la gestion de nos institutions. Nous restons beaucoup théoriques, nous forgeons des convictions sur la base théorique qui souvent n'a rien à voir avec cette réalité du terrain. Et ces 45 jours, ça a été vraiment une grande école. Nous avons appris comment fonctionnent un peu les institutions. Nous avons notamment appris comment se passe l'adoption d'une loi. Et quand nous prenons le bilan dans l'ensemble des 45 jours, quoi que cela soit arrivé plus rapidement, parce que, disons, le nouveau régime est arrivé le 24 janvier, le 22 mars, on a commencé la première session. Nous avons pu adopter certaines lois, notamment la loi sur la pupille de la nation, qui vient prendre un peu en charge ces enfants dont les parents perdent la vie à la défense de la patrie burkinabé. Je pense que c'est une loi qui permettrait vraiment, si sa mise en œuvre est accompagnée, d'aider vraiment pas mal de ces enfants-là à être des pupilles de la nation, à se dire que non, au moins il y a une solidarité nationale qui se met autour pour dire que non, vos parents sont morts pour la nation. Et pour moi, c'est à féliciter, c'est à encourager. Et nous espérons que, avec tout ce qui va venir après, l'Assemblée législative de transition pourra jouer pleinement son rôle. C'est vrai qu'il y a eu des lois qui sont passées où on n'était pas forcément d'avis, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la démocratie. C'est la majorité qui gagne. Et ça a été vraiment une école. D'accord. Alors, il y a un processus de réconciliation nationale qui est prôné par les autorités actuelles, ce qui a d'ailleurs conduit au premier retour de l'ancien président Blaise Compaoré hier au cours de l'après-midi. Déjà, comment appréciez-vous une telle démarche des autorités de la transition ? Dans l'ensemble, c'est une belle démarche, la question de la réconciliation. Il faut reconnaître que tous les régimes successifs qui se sont succédés au Burkina Faso n'ont pas fait de la question de la réconciliation une question primordiale. Nous avons eu à chaque fois une revanche de ceux qui gagnent. Et ceux qui ont perdu se mettent en background et se mettent en arrière-plan et attendent leur tour pour se venger successivement. Et cela, c'est depuis 1966. Chaque régime qui vient, mais ceux qui sont à côté, qui ont de la réminiscence, qui ont des enfants qui ont cette réminiscence, allez discuter avec ces différentes personnes, vous vous en rendez compte qu'il y a une grosse colère. Ça, c'est du volet politique. Du volet des citoyens, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous parlons de la réconciliation, ce n'est pas qu'un arrangement politique. C'est une réconciliation sincère du peuple burkinabé d'abord et de l'élite politique. Cela ne peut se faire en faisant un arrangement politique. Ça ne marchera pas. Parce que ceux qui ont été victimes d'une manière ou d'une autre de tel ou tel régime vont garder cette rancune. Et à chaque fois, nous sommes dans ce même cycle-là. Donc la question de la réconciliation, pour moi, est une question primordiale. Il ne faut pas la vider comme nous avons eu les journaux du pardon, je ne sais plus c'était en quelle année sous le régime Compaoré, qui en fin de compte a servi à quoi? À dilapider les sous de l'État et qui n'a pas produit. La question de la réconciliation est une question vraiment où nous devons prendre tout le nécessaire, tout le temps qu'il faut, sans créer de l'injustice, pour pouvoir régler cette question-là. D'accord. Alors, dans l'une de vos tribunes publiées sur les réseaux sociaux et reprises par certains médias, vous titrez Blaise Compaoré ou le retour de la lâcheté. Expliquez-nous un peu. Je dis Blaise Compaoré ou le retour de la lâcheté parce que quand on a été président d'un pays comme le Burkina Faso pendant 27 ans, quand on est quasiment au soir de sa vie, quand on fait le bilan de sa propre vie, à un certain moment, il faut décider pour le peuple. Ça, tout le monde devrait le faire, mais surtout quand on est au soir de sa vie. Aujourd'hui, l'arrivée de Blaise Compaoré sur le territoire burkinabé crée plus de scission au sein du peuple burkinabé que d'entente. Il a été président pendant 27 ans. Ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, il est un acteur principal de ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, d'une manière ou d'une autre. Alors, le courage aurait voulu qu'il dise « Mon pays m'a soumis à la justice. Je rentre chez moi, je me soumets à la justice burkinabé. »
Je réponds et je donne du mieux que je peux à la réconciliation nationale, je donne du mieux que je peux à la lutte contre l'insécurité. Voilà ce qu'un homme d'État aurait dû faire pour pouvoir concilier tous les Burkinabés. S'il avait fait ça, aussi bien ses partisans que je trouve... je ne sais pas comment le qualifier. C'est inadmissible qu'aujourd'hui Blaise Compaoré rentre et que je vois des gens qui manifestent. Non, c'est ne pas comprendre aujourd'hui ce que nous vivons. C'est ne pas comprendre la scission profonde qu'il y a au Burkina Faso. Le fait, pour moi, je ne sais comment le qualifier. Donc, Blaise Compaoré, en tant qu'un ancien chef d'État, aurait pu se soumettre à la justice burkinabé et contribuer à aider le Burkina Faso à l'unité nationale. Et pas cette manière que je trouve très lâche de confronter encore, de faire de telle sorte que les Burkinabés sont en train de se confronter. Pour un ancien chef d'État, pour un homme qui se dit homme d'État, je pense que c'est purement et simplement de la lâcheté. C'est uniquement ses intérêts et l'intérêt de ce clan qu'il est en train de essayer de rattraper certaines choses. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple burkinabé qu'il fait ça. Sinon, il nous aurait épargné ce que nous vivons actuellement. Monsieur les juges, le convoqué est à vous. Oui, ce que vous dites, c'est une lecture, mais en même temps, l'ancien président Blaise Compaoré ne vient pas de son propre chef. Il est invité et il y a bien une communication de la présidence là-dessus. Il n'est pas venu de son propre chef. Est-ce que c'est à lui qu'il faut en vouloir? Est-ce qu'en tant que fils du pays, ce serait plutôt pas incompréhensible que lui refuse au nom de quoi que ce soit? Ce n'est pas qu'il refuse. Je ne suis pas contre la venue de Blaise Compaoré, mais c'est la forme. Je suis contre cette forme-là. Mais qui met la forme? C'est le président Damiba. Aussi bien le président Damiba que Blaise Compaoré. Je peux dire, le président Damiba, on peut dire peut-être que c'est un bon soldat, mais je pense que c'est pas un bon homme politique. On peut retourner 6 mois avant le coup d'État. Aucun militaire burkinabé ne rêvait de diriger encore ce pays par un coup d'État. Je ne crois pas. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais je ne dis pas que le régime Damiba est un régime parfait. Et je dis même dans la même publication que ce sont des mesures fallacieuses. Et ça, je le dis parce que je pense que le régime Damiba n'a pas pris la pleine mesure de la question sécuritaire. Ils n'ont pas été, comme on le dit, réalistes et pragmatiques. On peut tout dire, mais le régime Damiba n'est pas le meilleur régime burkinabé. Et ce qui pourrait sauver le régime Damiba aujourd'hui, c'est peut-être cette volonté de bien faire, cette volonté, cette hargne de gagner. Parce qu'on peut prendre tous les différents régimes burkinabés. Ce sont des gens qui avaient de la culture politique. Ce sont des gens qui se sont formés, qui avaient l'expérience et l'expertise, au moins qui avaient baigné dans le domaine politique. Quand nous prenons la moyenne de ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils n'ont pas cette expérience. Je dis ce qui peut les sauver, c'est cette hargne de gagner. C'est cette volonté de gagner. Et ce n'est pas pour les excuser, mais je crois qu'actuellement, ils sont en train de, par toutes sortes de mesures, chercher des solutions à la préoccupation principale du peuple burkinabé, qui est la question sécuritaire. Et aujourd'hui, quand on est un ancien chef d'État, comprenant la situation, si Blaise nous dit aujourd'hui qu'il n'a pas cette lecture, sachant qu'en venant au Burkina Faso, ça va faire plus de scission que d'unité, le régime Damiba peut peut-être le dire parce qu'il cherche des solutions à un problème majeur, mais en tant qu'ancien chef d'État, il aurait dû le dire, si je dois venir dans mon pays, je vais me soumettre à la justice. Ça ne serait pas inédit. On l'a vu, Bokassa, qui a quitté son pays, il est revenu, on l'a jugé, il était condamné à mort. Mais après, la peine a été communiée. Et il a même été, comment on le dit, le président l'a gracié. Il faut que nous prenions cette démarche vérité, justice, réconciliation. Si nous sautons l'étape de vérité de la justice pour tomber dans l'étape de la réconciliation, ça serait une réconciliation de facettes. Donc je pense que toutes les parties prenantes, aussi bien le régime Damiba que Blaise Compaoré, doivent prendre la pleine mesure de la question qui se pose aujourd'hui, la question de la réconciliation, et ne pas le bâcler. Et ne pas, parce que je trouve que ce sont des subterfuges pour divertir un peu le peuple. Voilà, on en parle aujourd'hui. Ça, le juge Ouedraogo l'a dit, ça occulte tous les vrais problèmes du peuple burkinabé. Et pour moi, ce n'est pas acceptable, parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, chose qu'on aurait pu faire autrement. Donc, moi, ma question, c'est plutôt celle de se demander, est-ce que ça ne serait pas pire que l'ancien président Blaise Compaoré ait refusé de venir? Je m'explique. D'accord. Avant, le régime que nous avons aujourd'hui, celui Roch sous le mandat écourté et celui d'avant, vous avez entendu ses proches avec le doigt accusateur presque nommément le mettre mal à l'aise sur le sujet. Si on est là, c'est de son fait, et c'est peut-être parce que
il entretiendrait ceci ou cela. On a tout entendu. Si aujourd'hui, il y a une dynamique de discuter sur les questions sécuritaires, nonobstant qu'il y a eu une condamnation, et que lui disent, alors qu'on a besoin d'entendre son avis là-dessus, alors qu'il a écrit au président Roch Kaboré en son temps pour lui dire qu'il est prêt à apporter sa contribution si d'aventure on le voulait, qu'il dise aujourd'hui non, je ne viens pas, je ne parle pas de ça avec vous, je ne suis pas intéressé. Les gens tireraient la conclusion tout de suite, mais c'est ce qu'on avait dit depuis, c'est bien Blaise qui est derrière. Voilà qui ne veut même pas venir en discuter. Et sur les mêmes plateaux, on ferait encore la même, la même analyse. Mais ce n'est pas un A ou B. Au fait, ce qui ressort ici, de manière pratique, on est en train de fouler aux pieds ce que nous appelons la justice du Burkina Faso. Et ça va faire date. L'ancien président Blaise Compaoré aurait pu s'entretenir avec les anciens chefs d'État par visioconférence. Il y a des sommets qui sont organisés par visioconférence. Mais fouler le sol burkinabé pour quelqu'un qui est condamné et qui est protégé par la haute autorité politique de ce pays, ça met à nu la faiblesse de notre justice. On ne peut pas prendre cela comme postulat pour pouvoir construire après un pays. Voilà le malaise qu'il y a aujourd'hui. Le problème, c'est pas Damiba. C'est pourquoi je repose ma question depuis. Celui qui le protège, c'est Damiba. Celui qui le fait venir, c'est le président Damiba. Donc, mais justement, je n'exclus pas Damiba de ce problème-là. Et je le répète, je le dis très bien. Aujourd'hui, c'est parce que le régime d'Abiba le protège. Mais c'est trouver des fausses réponses à des vrais problèmes. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est en train de taper à toutes les portes pour espérer trouver solution à la préoccupation sécuritaire. Ce n'est pas pour les dédouaner, mais cela n'empêche, quand on a été ancien chef d'État et qu'on a une lecture de ce qui se passe dans son pays, à un certain moment, il faut décider pour le peuple. Aujourd'hui, il aurait fait ça par visioconférence, nous aurons tous applaudi. Aujourd'hui, il serait rentré au Burkina Faso en disant « Je me soumets à la justice de mon pays ». Je pense qu'il est temps, le président Damiba m'accorde la possibilité de contribuer à la lutte contre l'insécurité. Je rentre chez moi, je me soumets à la justice et je contribue du mieux que je peux à cette lutte contre l'insécurité. On aurait tous applaudi. Alors, mais pourquoi décider de fouler le sol de ce pays, sachant qu'il y a un mandat d'arrêt ? Et être protégé par le régime, cela fera un précédent grave dans ce pays. Et cela, nous ne devons pas l'accepter. À n'importe quel prix, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Rien ne peut se bâtir sur l'injustice. C'est impossible. Dans aucune nation, on ne bâtit une nation sur de l'injustice. Ça ne va jamais passer. On peut croire que ça va aider, oui, par peut-être 2-3 moments, ça va aider à calmer certains esprits, mais je vous garantis qu'on ne peut bâtir une nation sur de l'injustice. Cela ne passe pas. Pour ceux qui nous prennent en marche sur WattFM, je rappelle que le député à l'Assemblée législative de transition, Harouna Louré, est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Vous avez la parole, juge Ouédraogo. Merci, Président. Monsieur Louré indiquait tout à l'heure que le président Damiba, je le cite, n'a pas pris la pleine mesure de la situation sécuritaire. Or, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles le coup d'État a été fait. Est-ce à dire finalement que ce coup d'État a été une erreur, un coup d'État du reste que vous avez appelé de tous vos voeux? Le coup d'État est une erreur? Bon, je dirais, je n'ai jamais appelé un coup d'État. Vous prendrez toutes mes émissions, tout ce que j'ai dit, j'ai toujours appelé à une révolution. Parce que la révolution est la situation de maturité d'un peuple. Cependant, j'ai salué l'arrivée du coup d'État. Ça fait une nuance. Quand le coup d'État est arrivé, comme nombreux Burkinabés, nous avons dit, nous sommes dans une situation catastrophique. Si d'autres personnes peuvent remonter cette situation, nous allons accompagner. Parce que quand la nation est en péril, on ne cherche pas à savoir il est rouge, il est blanc. Ce que le peuple burkinabé demande aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est la prospérité sociale, c'est la justice et l'équité. C'est la justice et l'équité sociale. Peu importe celui qui sera devant aujourd'hui, on va accepter. Pour exemple, en 2015, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a dit non à ce coup d'État-là. Donc si en 2022, il y a un autre coup d'État et qu'il n'y a pas eu de manifestation pour dire non et qu'il y a eu un silence, c'est que nous sommes à moitié d'accord que la situation dans laquelle nous étions était précaire et que nous espérions un nouveau régime qui puisse venir remettre ça sur les rails. Quand je dis cependant, le régime d'Abiba a peut-être sous-estimé la question sécuritaire, c'est dans les faits. Le président est arrivé, il nous a donné 5 mois. Aujourd'hui, la question sécuritaire, je me dis, même étant des militaires,
ont probablement sous-estimé la question sécuritaire. Et tout ce que je demande aujourd'hui, c'est que nous devons être réalistes et pragmatiques. Parce que nous sommes trop théoriques et ça fait que depuis un bon bout de temps, nous ressassons les mêmes choses et ça n'avance pas. Aujourd'hui, nous avons une situation qui est calamiteuse. Qu'est-ce que de manière pratique, nous, fils de ce pays, nous faisons pour que nous puissions lutter contre la question sécuritaire? Cela me permet de rebondir sur une autre question. Quand on me dit un tel va faire ci, un tel va dire ça, je trouve que c'est encore de la lâcheté. Nous sommes 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, les terroristes sont combien? S'ils sont trop, peut-être c'est 5 000 à 10 000. Donc quand nous restons dans notre petit confort et que nous disons que c'est un tel qui peut faire ça, je trouve que c'est encore de la lâcheté. Il faut qu'à un certain moment, nous acceptions, nous dire la vérité, et que celui qui est au devant de la chose politique, qui est à la gouvernance de ce pays, sache que sa vie même n'a pas d'importance que ce qu'il doit faire pour ce pays-là. Tant que nous allons vouloir protéger nos petits pouvoirs, nos petits conforts, nous n'allons pas nous en sortir parce que nous sommes dans une situation de notre histoire, je peux dire c'est la pire situation de notre histoire, et chaque autorité politique, quand il se réveille, doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour ce pays, pour que ça avance, quitte à ce que cela me coûte la vie. Parce que sinon ça ne marche pas. Si tu ne veux pas mettre ta vie aujourd'hui en danger pour ce pays-là, je pense que ce n'est pas la peine d'occuper un certain niveau de responsabilité politique de ce pays-là, car cela ne va pas manquer probablement. Monsieur Louré, avant décembre, vous avez appelé de tous vos voeux, justement, vous avez appelé à un moment donné le président Kaboré à quitter le pouvoir parce qu'il était incompétent, il n'arrivait pas à apporter des solutions, etc. Donc c'est une manière d'une autre d'appeler les autres à prendre leurs responsabilités. Je pense qu'à une de vos déclarations, vous avez dit qu'il fallait que les uns et les autres prennent leurs responsabilités par rapport au pouvoir Kaboré. Ce matin, vous reconnaissez que le président d'Amiba semble ne pas être à la hauteur de la situation. Est-ce que nous ne sommes pas finalement dans la même situation? Non, je ne pense pas que nous sommes dans la même situation. Et je rappelle encore, et ce qui est formidable, nous avons ce que nous appelons tous la VAR, et je mets toujours quiconque au défi d'aller tirer quelque chose, que ce soit dans les médias audiovisuels, que ce soit par écrit, parce qu'on a tendance à confondre tous les mouvements. Et je le répète, nous, quand nous sommes sortis, nous avons toujours manifesté pour un objet contre la malgouvernance et la question sécuritaire. Et vous verrez que dans aucune de nos déclarations, nous avons dit Blaise, et je dis Blaise encore, Roch démissionne. Non, on a tendance vraiment à confondre tous les mouvements qui étaient sur le terrain. C'est vrai, nous étions sur le terrain pour des raisons un peu diverses qui étaient concomitants parce que c'était la question de la gouvernance et de l'insécurité. Mais nous n'avons jamais appelé à un coup d'État. Nous n'avons jamais même formulé Roch démissionne. Nous avons toujours rêvé d'une révolution et nous avons appelé le peuple à assumer pleinement cette responsabilité. Donc, dire aujourd'hui aussi que le régime d'Amiba semble ne pas être à la hauteur, nous avons une situation, comme je le disais tantôt, critique. Ils sont là, ça fait peut-être 6 mois. Donc, je me dis, d'abord, c'est la question de la gouvernance. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui est né de la malgouvernance. Quand je dis malgouvernance, vous voyez en cela la corruption, la gabegie, le népotisme. Et nous attendons de pied ferme le régime d'Amiba sur ces questions. Parce que demain, si on vient me dire encore que non, il y a un ministre qui est en train de détourner combien de milliards parce qu'il y a un marché frauduleux, je pense que nous sommes en train de rater le virage. Parce que dès qu'il y a cela, ça veut dire que nous ratons le virage. En dehors de cela, pour l'instant, aussi bien qu'on puisse dire que le régime n'a pas de résultats concrets, nous osons espérer encore que rien n'est tard, qu'on peut encore rattraper la situation. Il suffit qu'il y ait cet engagement, cette volonté d'aller, comme on le dit, mouiller le maillot sur le terrain. Il faut que nous sortons de nos théories, il faut que nous soyons pragmatiques au quotidien en se disant tel endroit est une zone de haut défi sécurité, qu'est-ce que nous faisons de manière pragmatique? Et quand je le dis, ce n'est pas que les militaires, ce n'est pas que les gendarmes, c'est tout le peuple. Comment on met à contribution tout le peuple? Et je rebondis encore. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, vous exprimer sur la question sécuritaire, le gouvernement n'a pas mis de cadre de telle sorte que chaque citoyen puisse s'exprimer d'une manière et apporter sa contribution. Donc quand on part chercher des solutions miracles ailleurs et nous n'avons pas mis en branle tout ce que nous avons aujourd'hui au Burkina Faso comme capacité, il y a des dignes fils de ce pays qui ont des compétences, qui peuvent mettre des outils en branle pour aider ce pays, mais on n'a pas mis ce cadre-là pour eux. Quand ils s'expriment, on les prend pour des plaisantins ou à la limite parce qu'on dit que non, on n'a pas vu ce que la personne a fait. Utilisons ce que nous avons d'abord. Quand nous serons
à la limite de ses capacités. Si nous voulons faire appel à l'étranger, nous allons faire appel à l'étranger. Mais pour l'instant, je trouve que nous sommes dans une forme de lâcheté. Nous cherchons des solutions miracles alors que nous n'avons pas utilisé les forces qui sont les nôtres. Au-delà de cette forme, de la forme de cette rencontre, il y a tout de même 4 autres anciens chefs d'État qui sont invités à cette rencontre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au sortir de la rencontre, il peut se trouver des solutions à même d'aider le Burkina Faso? Je vais le préciser. Je ne suis pas contre la rencontre des chefs d'État. Pour moi, c'est une bonne idée. Il faut prendre les avis des uns et des autres. Il faut mettre les fils et les filles de ce pays autour d'une table pour qu'ils puissent discuter, pour qu'ils puissent dialoguer. Mais cela ne doit pas se tabler sur de l'injustice. Parce que ce que j'appelle vraiment de l'injustice, quelqu'un peut pas être condamné juridiquement et l'État se permet de protéger, puisque c'est l'État qui protège cette personne qui se balade sur le territoire national, c'est mettre à nu la faiblesse de notre justice et cela serait un mauvais postulat pour l'avenir de ce pays. Donc pour moi, les chefs d'État peuvent se rencontrer et c'est une bonne idée d'ailleurs. C'est une bonne idée, mais c'est dans la forme qui pêche, la forme pêche. Il ne faut pas faire sentir à certaines personnes qu'il y a des citoyens de haute catégorie qui ne doivent pas se soumettre à la question, à la justice. Je pense que c'est de là que est né tout ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le citoyen lambda à l'époque, qu'est-ce qu'on dit? Tu as ton problème, tu arrives en justice, c'est le plus fort qui gagne. C'est toute la sommation de ces frustrations qui fait ce que nous vivons aujourd'hui. La perte de l'autorité de l'État est venue d'où? Parce que le citoyen burkinabé ne croit pas à l'autorité. Et c'est la question de justice. Donc quand au plus haut sommet de l'État, nous venons fouler au pied la justice ainsi, je pense que cela est un précédent grave qui ne devait pas arriver. D'accord. Selon nos confrères de Minute.bf, l'ancien président Yacouba Isaac Zida aurait opposé une fin de non-recevoir et refusé de participer. Est-ce que cela vous surprend? Bon, je dirais que non, parce que quand nous prenons aussi l'histoire de ces hommes, c'est une histoire, nous avons tous suivi l'actualité. Nous savons comment l'un est venu, comment l'autre est parti. Maintenant, ne pas participer, bon, je ne saurais dire quelles sont les raisons, mais j'aurais préféré qu'il participe, même si ce n'est pas visioconférence, à cette rencontre-là. Parce que nous sommes dans une situation où nos égos personnels doivent être mis entre parenthèses. Parce que sinon, nous n'avançons pas. Si les uns et les autres sont incapables de mettre leurs égos personnels entre parenthèses pour pouvoir penser nation, pour pouvoir penser la construction d'un pays qui est au bord du gouffre, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce qu'il refuse. Après, quand il va venir pour parler, moi, je ne peux pas écouter ce monsieur. Parce qu'il a refusé d'apporter sa contribution au moment où sa nation avait le plus besoin de cette contribution. Donc, je pense que c'est ne pas venir peut-être, mais ne pas participer, je pense qu'il n'aurait pas dû. Oui, juge Vaha. Vous êtes député, en tout cas l'AFT. Le sentiment que vous partagez ici, je pense qu'il doit être partagé aussi par certains des vôtres. Comment la question est débattue? Comment la question est posée au niveau de cet organe-là qui est important aussi, quoi qu'on dise, pour notre nation? Vous disiez tout à l'heure, les résultats ne sont pas vraiment ce qu'on attend, mais on entend la communication gouvernementale qui se fait depuis longtemps, on monte en puissance, c'est une rhétorique. Vous avez pour obligation de contrôler évidemment ce qu'ils font, et je ne dirais pas forcément ce qu'ils disent, mais pourquoi est-ce que vous ne les convoquez pas pour que le peuple sente que ce que vous dites là, qui est partagé par beaucoup de Burkinabés, c'est vraiment une position c'est vraiment une préoccupation qui est la vôtre. On a l'impression qu'on accompagne plus qu'autre chose. Oui, dire qu'on accompagne, ce serait peut-être exagéré. Mais il y a des moments où effectivement le gouvernement est convoqué à l'Assemblée pour répondre à des questions, ce que nous appelons les questions orales. Et puis il y a les questions écrites. Bon, la situation vient de se passer et ces questions orales ou écrites ne peuvent se passer qu'en session. Donc il faut attendre la deuxième session pour pouvoir entendre le gouvernement sur ses préoccupations. Ça, c'est la loi qui le dit. Je ne parle pas seulement de l'arrivée de l'ancien président Blaise Compaoré, ça c'est trop short. Exact. Voilà. Je parle de cette communication avec laquelle on nous a rabâché les oreilles, on monte en puissance, on monte en puissance, on monte en puissance. Cela a été l'objet même d'une question orale à l'Assemblée, où le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité sont venus. Je peux peut-être avoir une analyse un peu simpliste sur la question, mais de mon point de vue, il n'est pas forcément faux de dire qu'on monte en puissance. Parce que nous avons eu quand même des situations où nous avons vu l'armée aller à l'offensive. Nous avons la chance de temps à autre de faire une immersion auprès des forces de défense et de sécurité. La question on monte en puissance peut être vraiment une réalité, mais
quand vous montez en puissance, l'autre aussi n'est pas assis à vous regarder, il monte aussi en puissance. La belle preuve, c'est que la stratégie, je peux me tromper également, mais la stratégie aujourd'hui des terroristes a changé. On attaque plus des populations civiles sans défense que comme on avait l'habitude de voir les camps militaires et tout ça. Et si vous voyez également, même les attaques des camps militaires, en dehors de quelques cas où vraiment ça a été très dramatique, il y a moins de catastrophes comme on avait l'habitude de voir. Donc la question, on monte en puissance. La question, la stratégie mise en œuvre, quand on nous a fait un huis clos là-dessus, on pense vraiment qu'il y a de l'effort qui est fait, il y a de l'énergie qui est faite. Maintenant, c'est de mettre en commun toutes ces compétences-là, de telle sorte qu'on puisse faire blocus. Parce que moi, je reste convaincu aujourd'hui que la question sécuritaire telle qu'elle se présente aujourd'hui ne peut être la question que militaire. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nos populations civiles, on doit trouver les mécanismes. On a vu la brigade qu'on vient de mettre en place, j'ai vu les décrets pris en ce sens-là, c'est quasiment, si on ne dit pas qu'on va un petit peu trouver les mécanismes pour armer certaines populations. Je dis, il faut y aller. Nous ne pouvons pas refaire l'histoire. On a vu des pays qui sont passés par là, notamment l'Algérie. Quand on prend le pays comme le Vietnam qui gagne sa guerre, c'est parce que tout le peuple à un certain moment. Quand on voit aujourd'hui l'Ukraine qui résiste vis-à-vis de la Russie, c'est parce que tout le peuple, à un certain moment, se sent investi de cette mission. Mais aujourd'hui, au Burkina Faso, nous sommes plus divisés sur des questions mineures, sur des questions d'ego, sur des questions d'intérêt, que sur vraiment la réalité du Burkina Faso d'aujourd'hui. Vous prenez n'importe qui, dans la globalité, les gens sont sur des bisbis, et on oublie le fondamental qui est que nous avons une nation qui est en péril. Et il faut que chacun mette son ego de côté, son intérêt personnel de côté, pour que nous puissions vraiment monter en puissance, que le peuple puisse monter en puissance. Quand je dis le peuple, ce sont les populations, c'est les forces de défense et de sécurité, c'est la diaspora burkinabé, qu'on sente cette unité vraie et sincère pour la défense de notre patrie. Sinon, le reste, nous allons toujours discuter, nous allons toujours émettre des hypothèses, mais au finish, nous n'allons pas régler la question sécuritaire. Oui, juge Ouédraogo. Bon, je voudrais quand même que l'invité revienne sur la question sécuritaire. Vous dites que vous êtes de ceux qui croient que l'armée monte en puissance. Vous avez dit qu'il y a des faits concrets qui permettent de l'attester. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ces faits-là, qui n'étaient pas avant et qui aujourd'hui sont de nature à prouver que cette armée monte en puissance? Parce qu'au bilan que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup plus de morts, et les Burkinabés, dans leur grande majorité, sont de plus en plus dans une situation de peur extrême. Non, je ne dis pas que tout est la courbe est en train de baisser. C'est comme une maladie. Je suis médecin. Quand vous venez avec votre pathologie, je vais mettre mes médicaments. Il faut attendre du temps pour que la phase ascendante, le plateau puisse avoir chuté. Je ne dis pas que toutes les solutions, voilà, initialement je dis que non, on peut faire mieux. Mais aujourd'hui, quand nous prenons la situation de Bourzanga, c'était la première fois que nous voyons notre armée résister autant. Après Bourzanga, nous avons eu 2 autres, je ne me rappelle pas des sites encore, où nous avons vu notre armée monter en puissance. Malheureusement, Sitenga est venu nous refroidir, parce que nous avons vu une situation qui était vraiment alarmante. Mais dans sa globalité, nous pensons que de plus en plus, nous partons à l'offensive. Avant, nous étions juste à la défensive. Je peux toujours, peut-être c'est une analyse un peu biaisée, mais c'est ce que nous constatons. Et si tel n'est pas le cas, vous pouvez toujours me le rappeler. Mais nous voyons une armée qui part à l'offensive plutôt qu'une armée défensive. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est fait. Et quand vraiment on fait de l'immersion auprès des forces de défense et de sécurité, les uns et les autres vous diront, ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les moyens. Et ça, nous interpellons toujours le gouvernement. Et ils en sont conscients. Et on vous dira que les commandes sont faites, mais il y a toujours une procédure qui fait que ça traîne avant d'arriver. Donc, ce qui me réconforte, c'est d'abord cela. Et le deuxième point qui me réconforte, c'est la question de la gouvernance, sur laquelle j'insiste, et je pense que c'est la cheville ouvrière de tout ce que nous voulons faire. La bonne gouvernance. La question de la lutte contre la corruption, la question de la lutte contre la gabegie et tout ce qui va avec. Si nous restons dans le dynamique de la bonne gouvernance, et ces événements que nous voyons, j'ose espérer que si nous mettons à contribution les citoyens burkinabés, nous pouvons faire un front commun. Nous pouvons gagner cette guerre. Moi, je ne sais pas, mais ça fait qu'à chaque fois on entend Bourzanga. Mais Bourzanga, c'est des positions qui ont été défendues, qui ont été bien défendues. Ça, on peut le reconnaître. Et on le cite très souvent. Mais
ce n'est pas la première fois que des positions de nos forces sont défendues. Et puis, quand on parle d'offensive, on ne dit jamais que l'armée ne fait rien. On a entendu au Tapoinou, en son temps, on a entendu plein d'autres opérations de ce type. C'était des types d'opérations d'offensive. Donc, ce n'est pas maintenant que ça a commencé aussi, ça. Donc, on ne dit pas que rien n'est fait. Parfait. La question est de savoir, est-ce que la situation ne s'empire pas? Pour moi, je crois que on oublie quelque chose. Le thermomètre, ce qu'il indique, c'est la température. Tout à fait. Vous êtes médecin. Le problème, c'est de savoir, est-ce que la situation là, elle s'empire? Vous êtes face à un malade, vous avez l'impression que la fièvre là, elle ne fait que monter. Est-ce que la fièvre là, elle ne fait pas que monter? C'est de ça que nous on parle aujourd'hui. Quand vous regardez le nombre de déplacés, la fièvre ne fait que monter. Quand vous regardez le nombre de villages qui sont désertés, la fièvre ne fait que monter. Quand on regarde le nombre de morts, la fièvre ne fait que monter. Quand on regarde les grandes villes qui commencent à être inquiétées, la fièvre ne fait que monter. Ça, c'est des faits. Si je vous dis que ça, c'est pas des faits, je vous aurais menti. Et je suis pas de ceux qui essaient de cacher le soleil avec la main. Si je vous dis que ces chiffres que vous venez de donner, c'est une réalité et que ça s'empire, c'est serait vous mentir. C'est une réalité. Il n'y a pas de débat sur ça. Maintenant, c'est comme je le dis, quiconque aurait été au pouvoir, on peut l'estimer comme ça, il y a forcément une période puisque quand même quand on dit on monte en puissance, il faut à un certain moment l'équilibre de la violence afin que nous puissions commencer à désescalader. On ne peut prendre le pouvoir et en 1 semaine, 2 semaines pouvoir désescalader. Si quelqu'un vous le dit, c'est qu'il a menti. Maintenant, chacun peut juger de cela en fonction de la période d'attente qu'il peut accorder au régime. Certains peuvent dire en 3 mois, on doit pouvoir en train de désescalader. Certains diront en 6 mois. Certains diront en 1 année, on doit pouvoir désescalader. Mais pour moi, au-delà de tout ça, c'est la méthode au fait. Est-ce que quelque chose est fait fondamentalement pour nous aider à désescalader? Je pense que oui. Et cela me permet de dire, il faut jouer ce rôle-là, interpeller, proposer des solutions pour que nous puissions arriver à la désescalade. Sinon, ça serait mentir de dire que non, le nombre de déplacés internes n'a pas augmenté, ou de dire que les grandes villes ne sont pas inquiétées, ou de dire que nous n'avons pas aussi de décès. Non, ce serait faux. Non, moi je pense que peut-être qu'on ne se comprend pas. D'accord. Pour moi, j'entends toujours, même en son temps, certains ministres, quand ils venaient, s'ils disent non, je ne veux pas accepter que vous dites qu'on ne fait rien, que quelque chose est fait. Est-ce que le Burkinabé, ce qui le soulagerait, c'est de savoir que quelque chose est fait? Mais quelque chose est forcément fait. Parce que les Burkinabés dont on parle là, ils ont leurs frères dans l'armée, ils sont en train de se battre chaque matin, donc c'est quelque chose est fait. Mais quelque chose était fait sous roc. Mais ce n'était pas bon. Quelque chose est encore en train d'être fait. Mais si ce n'est pas bon, il faut qu'on dise que ce n'est pas bon parce que ça n'a pas les résultats qu'on veut aujourd'hui. Le problème n'est pas quelque chose est fait. Mais est-ce que ça a l'impact que nous voulons? Ils ont quitté l'opérationnel pour entrer dans la stratégie et dans la décision politique. Ils ont tous les leviers. Ils ne sont plus excusables. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pour l'instant, non. Est-ce que ça va changer? C'est ce que nous espérons tous. Justement. Mais ça ne nous enlève pas l'obligation de dire qu'aujourd'hui, là, ça ne va pas. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, deuxième élément, mais là, je vais revenir, je vais quitter carrément pas forcément, mais c'est de cause à effet. Vous disiez dans votre document que l'un des chefs d'orchestre, ou le chef d'orchestre de la situation dans laquelle nous sommes, c'est bien Blaise Compaoré. Chef d'orchestre, expliquez-nous. Et puis, de quelle situation vous parlez? Oui, sur la première partie, je pense que nous nous rejoignons. C'est juste peut-être la terminologie que nous utilisons. Nous n'utilisons pas peut-être la même terminologie. Voilà pourquoi nous disions qu'on peut faire mieux. Simplement, le fait de dire qu'on peut faire mieux, c'est dire que quelque chose est fait, mais nous pensons vraiment qu'on peut faire davantage pour améliorer la situation. Nous ne donnons pas une note de 20 sur 20 au régime d'Amiba, absolument pas, parce que nous pensons qu'on peut faire mieux. Maintenant, mais c'est la note là, j'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord là-dessus, c'est de ça qu'il s'agit. Exactement, ça c'est... Vous donnez combien? Non, on va pas discuter sur la note que je donne au régime d'Amiba, parce que cela reste de l'appréciation et nous allons ouvrir un autre débat, parce qu'il va falloir expliquer pourquoi on donne cette note-là. Et ce qui risque de nous perdre en discussion. Cependant, je reviens sur la question, le chef d'orchestre. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien d'autre que la conséquence de la malgouvernance. On peut remonter jusqu'à nos indépendances, mais je pense que nous avons rompu ce contrat social-là à partir de 91 sous Blaise Compaoré. Cette manière de gouverner basée sur la corruption, avant ça, c'était d'abord de la violence. Je le rappelle, ceux qui n'ont pas connu le régime Compaoré ont tendance à croire que non, c'était pépère. Il y a des anciens avec qui, quand vous dites le nom de Blaise Compaoré, c'est comme s'ils ne vont pas dire « tais-toi ». Parce qu'il y a eu de la violence dans ce pays. Premier point. Deuxième point,
c'est la reconversion de cette violence en corruption. Aujourd'hui, ce que nous vivons, l'intégrité, le sens, le mot intégrité a perdu sa valeur. Sous qui? Sous le régime Compaoré. Nous avons fait de telle sorte que le gain facile devient la priorité et l'intégrité qu'on reconnaît au Burkina Faso a disparu. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on me parlait intégrité. Le Burkinabé, il est intègre. Et ayant fait aussi mes études à l'étranger, quand tu dis Burkinabé, on est fier. Voilà un homme intègre. J'ai grandi avec cet esprit-là. Le Burkinabé, c'est un homme intègre. C'est un combatif. C'est le monsieur qui peut rester silencieux, mais quand il décide de quelque chose, il va jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, quand je suis au Burkina Faso et que je vois ce que nous faisons au quotidien, ça n'a rien d'intègre. Cela est venu d'où? C'est venu sous le régime Compaoré. On peut croire que quand Thomas Sankara faisait appeler le Burkina Faso la patrie des hommes intègres, c'était un vœu. Non, ce n'était pas un vœu. Parce que le voltaïque était un homme intègre. On peut reprocher aux différents régimes qui se sont succédés. On a vu le régime Lamizana. Il n'a peut-être pas su impulser ce changement dont nous rêvons. Mais c'était un homme intègre. Donc, quand je dis c'est le chef d'orchestre de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que pendant ces 27 ans de règne, la sommation de cette malgouvernance, surtout de l'injustice, a abouti aujourd'hui à ce que nous vivons. Et aujourd'hui, croire qu'il pourrait être la solution de miracle, je pense que c'est de la lâcheté de notre part. Nous-mêmes, c'est de la lâcheté parce que nous sommes 20 millions d'habitants. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien, de manière pratique? Qu'est-ce que nous faisons pour ce pays? Pour espérer que quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 27 ans, qui n'a pas pu apporter des solutions concrètes à nos problèmes, puisse être la solution. Je ne dis pas de ne pas l'associer. Il faut l'associer. Il faut trouver les moyens. Vérité, justice et réconciliation. Mais aujourd'hui, baser ces espoirs, quand je vois la jeunesse qui dit oui, il faut faire ci, oui, il faut libérer un tel, je dis mais qu'est-ce que toi, jeune de ce pays, sur lequel l'avenir de ce pays compte, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Et tu penses que c'est ceux qui ont la soixantaine, qui ont 70 ans, qui sont coupés des réalités de notre pays, qui vont venir sauver ce pays. C'est de la lâcheté de notre part. J'ai écouté aussi je pense qu'il y a la réaction de l'avocat de Blaise Compaoré, et les mêmes propos, je les ai entendus aussi hier à l'aéroport. Je n'avais pas dit de qui, mais pour ceux qui suivent nos sessions d'information, ils vont savoir qui c'est. Il disait, bon, l'essentiel aujourd'hui, c'est la paix. Ils sont le retour à la paix. Donc, on est en train d'écrire notre histoire. La justice va venir après. Demandez à cette personne de l'histoire de l'humanité, des nations qui se sont construites. Quelle nation s'est bâtie sur de l'injustice pour vous dire après la justice va venir? Ça n'existe pas. On peut se leurrer, on peut essayer de tricher avec l'histoire, mais on ne peut pas bâtir une nation forte sur de l'injustice. C'est impossible parce que les gens auront toujours cette réminiscence. Et demain, comme on le dit, la roue tourne. Aujourd'hui, c'est Damiba, demain qui sera au pouvoir. Et ce que nous pensons, si nous ne pouvons pas protéger la loi là, celui qui vient, il dit mais non, c'est pas comme ça. Et on remet tout à zéro. Et ça fait ce cycle infernal que notre pays connaît depuis les indépendances. Je dis aujourd'hui, celui qui pense que Blaise Compaoré peut apporter, je dis oui, mais que Blaise Compaoré ait le courage de dire je me soumets à la justice de mon pays, j'apporte ma contribution parce que la nation est en péril. Pour que de telle sorte que nous puissions dire un jour à nos enfants, on a eu un président qui a gouverné pendant 27 ans, mais au soir de sa vie, voilà ce qu'il a fait pour la patrie. Mais pas venir nous diviser encore. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est de nous diviser, c'est de nous entredéchirer sur des questions qu'on aurait pu régler simplement par le courage d'un homme. Vous parlez d'injustice. Il y a également ce cas où les ministres de la transition ont accepté voir leur salaire être augmenté. Ils sont au-delà de 2 millions. Bien vrai que vous sortez un peu perdant avec autour de 600 000 francs CFA. Mais est-ce que là aussi, ce n'est pas une forme d'injustice? Parce que ça a soulevé beaucoup de tollés au niveau de la population. C'est vrai. C'est vrai que, comme je le dis souvent, je vois souvent les jeunes qui disent que vous êtes venus, vous avez augmenté vos salaires. J'ai dit non, en réalité, les salaires des députés ont été diminués quasiment de moitié. Les ministres sont arrivés. Le gouvernement a augmenté les salaires. Sous le régime Roch, je disais, le décret portant rémunération des ministres et présidents d'institutions datait de 2008. Et chaque ministre qui venait négocier son salaire, quand on prend la masse salariale d'un gouvernement sous Roch, dépasse aujourd'hui la masse salariale du gouvernement d'Amiba. Ce que nous avions proposé à l'époque, ayez le courage de relire ce décret en accordant de manière substantielle quelque chose aux ministres, de telle sorte que nous ne soyons pas dans cette forme-là. Quand je me bats pour les fonctionnaires en disant qu'il faut augmenter les salaires des fonctionnaires, aucun fonctionnaire ne peut dire que depuis 2008, son salaire n'a pas été augmenté. Je suis à l'aise vraiment avec cette question parce que non seulement je ne fais pas partie des bénéficiaires, mais sous le régime Kaboré, c'est la position que nous avions défendue à l'époque pour éviter les disparités. Nous pouvons dire que ce n'est pas le moment, c'est trop, c'est selon chacun.
Mais je pense qu'il aurait fallu relire ce décret, mettre les uns et les autres au même pied d'égalité pour éviter... C'est là vraiment la forme d'injustice. Ce ministre a 8 millions, l'autre il a 2 millions, et chaque ministre négociait en quelque sorte son salaire. Donc, bon, dire que c'est une injustice vis-à-vis de l'injustice de quelqu'un qui est condamné en justice, je pense que c'est différent. Parce qu'il y a ce qu'on peut dire, le ressenti. Le ressenti, je sens que non, un tel affaire, si c'est injuste, c'est le ressenti. Mais selon la loi, quelqu'un qui est condamné, la justice l'a condamné. Donc, quand on viole ça, il n'y a pas pire forme d'injustice. C'est ça l'injustice, puisque la loi l'a déjà condamné. Mais le reste, c'est des formes de ressenti. Chacun peut épiloguer comme il veut. Et je me dis qu'il n'aurait peut-être pas dû, parce qu'il aurait peut-être fallu attendre, avoir des résultats concrets. Parce que quoi qu'on dise, personne ne parle des salaires des ministres maliens, ni des députés maliens. Je n'irai pas au Bénin, qui sont des pays voisins, mais qui sont peut-être 2 fois plus que ceux que les Burkinabés gagnent. Comparaison n'est pas raison. Nous ne sommes pas dans une transition. Non, au Mali, nous sommes dans une transition, nous l'acclamons. C'est pour dire qu'il aurait peut-être fallu attendre, avoir des résultats concrets, que nous sentions que le gouvernement, l'exécutif, est engagé corps et âme dans ce qui préoccupe le Burkinabé, la question de la sécurité. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette gymnastique-là. On commence par nous expliquer qu'il y avait une injustice avant, certains touchaient beaucoup plus, la masse était plus élevée, et puis après venir dire, bon, on comprend que ce n'est pas le contexte, ça c'est une gymnastique. Non, je dis, il se pourrait, ça c'est pas... une grosse gymnastique. Non, je dis, il se pourrait qu'on dise, c'était pas le bon moment, mais pour moi, même sur Rock, j'ai défendu la relecture de ce décret. Tout le monde dit on pourrait. Non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun. Et puis pour des gens qui ont fait un coup d'État et qui viennent d'arriver, l'une des premières grosses actions, c'est de fixer de gros salaires pour des ministres. Ce n'est pas opportun. Disons-le tout net, il ne faut pas, on va passer par 4 chemins. Les besoins des Burkinabés, là, la réalité première pour laquelle on est venu là, ce n'est pas pour avoir des ministres et régler leur salaire. Moi, je suis désolé. Quand on s'amuse à ce jeu-là, il faut être d'accord que le Burkinabé ne soit pas content quand tu le regardes. Même les prétextes qui sont donnés, on a reçu les techniciens du ministère ici qui ont dit oui, il y avait des réflexions là-dessus. Même Rock n'a pas, le sous-Rock n'ont pas osé, parce qu'ils savent ce que ça veut dire. C'est comme ailleurs, vous direz par exemple qu'il y a certains qui ont fait les frais de ce que sont les quelques calculs, au lieu d'éviter un certain nombre d'éléments vu la hausse du général des prix, on dit on va diminuer les salaires. Mais quelquefois, on laisse les prix augmenter, on augmente substantiellement les salaires, mais en fait, on vous a diminué votre pouvoir d'achat. Ouais. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'il y a un message qu'on ne veut pas donner, il y a des symboles qu'on ne fait pas. Et ce qui s'est passé récemment, c'est des choses qu'on ne fait pas. Faut pas en tourner. C'est inopportun. Et ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Et vous dites que en sous-Rock avant, il y avait beaucoup qui négociaient les salaires. Mais on sait ceux qui négociaient les salaires, c'est ceux qui venaient d'ailleurs. Non, même ceux qui étaient là. Et combien de ministres sous-Rock ne touchaient pas ce que ceux-là touchent aujourd'hui? Ça, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? On est d'accord? Oui. Il y en avait qui touchaient moins que ceux qui sont en train de se servir. Et en plus, ce qui est gênant, ceux qui sont en train de se servir, ceux-là, vous parliez de la VAR. Allez suivre la VAR. On leur rappelle chaque fois sur les réseaux sociaux. Et ils sont très mal à l'aise sur le sujet. Donc, arrêtons. Ce n'était pas opportun, ça n'est pas opportun, c'est une erreur. Et encore que, le problème, ce n'est pas l'erreur. C'est qu'on aboie. C'est-à-dire que nous sommes devenus comme des chiens. Parce que lorsqu'on critique, c'est comme des aboiements. Ils n'écoutent pas, ça ne leur dit rien, ils continuent de se payer la chose et puis ça continue. Il y avait un message à envoyer, ou ne serait-ce qu'aller sur cette base-là, et puis comme vous le disiez, au regard des résultats, peut-être après c'est une question qui allait venir. On est dans une transition, c'est pas ce moment. Non, je vois que non, mais vous faites la même conclusion. Non, mais pas la même gymnastique que vous. Mais vous faites la même conclusion. Mais pas la même gymnastique. Oui, au fait, comme vous dites, on aboie. C'est ce que je disais tantôt. De manière pragmatique, parce que j'ai fini par comprendre que c'est seule l'action qui détermine l'issue des choses. À force d'aboyer, il faut qu'à un certain moment, nous nous asseyons, nous disions qu'est-ce que nous faisons concrètement. Nous, on parle, mais ils écoutent des aboiements parce que c'est pas leur... Je comprends pas bien. C'est vraiment pas... Ils s'en foutent. Justement, donc il faut trouver une alternative de telle sorte qu'on puisse être écouté d'une manière ou d'une autre. Celle que vous avez eue avec Roch Kaboré? Pas forcément. Moi, je ne dirais pas que j'ai la solution miracle. Mais je me dis qu'à un certain moment, les citoyens déterminent l'avenir d'un peuple. On parlait tantôt de la CEDEAO qui fait ci, qui fait ça. J'ai dit non. Aucune institution ne définit l'avenir d'un homme politique, à plus forte raison d'un régime politique. C'est le peuple qui définit
l'avenir d'un régime politique. Aujourd'hui, si les citoyens burkinabés, nous pensons que le régime d'Amiba est là pour ses intérêts, rien que ses intérêts, et que nous pouvons, parce que le deuxième volet, c'est ça, et que nous pouvions proposer mieux, mais c'est au peuple burkinabé de s'organiser pour faire cette proposition. Moi, je reste convaincu que seuls les peuples déterminent l'avenir de la nation. D'accord. Député Harouna Nouré, nous allons permettre au juge Ouédraogo de réagir. Je voudrais dire que par rapport à justement les salaires dont on parle, l'invité indiquait justement que de par le passé, il y a certains qui négociaient leur salaire. On a vu que le président d'Amiba a augmenté son salaire. Est-ce que ses prédécesseurs aussi négociaient leur salaire? On a vu que le Premier ministre a augmenté. Est-ce que c'était le cas? Donc je pense que vous pourriez répondre à la question. D'accord. Mais ensuite, je voudrais rappeler que vous êtes un révolté. Tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment d'être toujours quelqu'un qui est révolté? D'accord. Et je commence par la première question. C'est vrai qu'on est au tribunal, mais je pense qu'on est en train de faire un mauvais procès à un député de la transition. C'est aux téléspectateurs et d'un juge. Oui, parce que, quoi qu'on dise, comme je le disais tantôt, je ne suis ni de l'exécutif, ni bénéficiant de cela. C'est juste une lecture du passé. Nous non plus, on ne bénéficie pas. Oui, mais c'est un point de vue qu'on veut que vous donniez. Tout à fait. Par rapport justement à ce qui a constitué ce qu'on pourrait appeler votre engagement ces derniers mois. Tout à fait. Donc, pour répondre rapidement, c'est le point, parce que je suis un peu à l'aise avec cette question, parce que je l'ai tenue au moment où le président Roch était président, en disant il faut avoir le courage de faire la relecture. Quoique ça peut ne pas plaire, mais il faut le faire pour ne pas que, concrètement, si on va vite, il n'y a pas un ministre quasiment qui, à la fin du mois, n'a pas un revenu légal de moins de 5 millions. Je ne parle plus des ministres, je parle du président d'Amiba lui-même et du Premier ministre. Puisque les autres, vous dites, oui. Votre gymnastique, c'est comme ça que le va à qualifier. Vous dites que ils ont négocié parce que... Le juge Ouédraogo, c'est un réaliste. Rien que la caisse noire des présidents, que ce soit sous Roch, du Premier ministre, c'est combien de millions? Il pourrait s'en tenir à ça aussi, lui. Justement, donc ça veut dire que lui, il a réduit la caisse noire. Je ne sais pas. Non, ça veut dire que nous sommes en train de faire des mauvais procès sans être pragmatiques. De manière pragmatique, ce que je peux poser comme question, est-ce que les dépenses du président d'Amiba sur le compte de l'État ont diminué? Je ne défends pas l'augmentation de son salaire, mais de manière pragmatique. Voilà la question substantielle dont le peuple doit comprendre. D'Amiba est venu. Est-ce que, par exemple, avec sa caisse noire, avec son salaire, est-ce qu'il y a une réduction de 50% par exemple des dépenses de la présidence? Si c'est oui, on ne va pas se tabler sur ça. Donc lui-même personnellement il peut se servir, mais si les dépenses... Non, parce qu'on est pris par le temps et c'est bien que vous puissiez répondre aux questions pour qu'on puisse justement avancer. Donc la question qu'il faut se poser, est-ce que l'individu d'Amiba coûte plus cher à l'État burkinabé que l'individu de Roch Christian Kaboré? C'est de manière pragmatique. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'il y a un biais. Mais de mon point de vue, en tant que révolté, vous venez de le dire, le président d'Amiba doit coûter nettement moins cher que le président Kaboré. Ça, c'est de mon point de vue. C'est ce qu'il doit être fait. Maintenant, comme nous n'avons pas les données ici, que nous puissions dire que le président d'Amiba coûte plus cher ou moins cher que le président Kaboré, quoique de manière peut-être extravagante, j'ai l'impression que le président Roch Christian Kaboré coûtait nettement plus cher. C'est de manière... Sur la base de quoi? C'est ce que je veux dire, de manière extravagante. Sur les salaires, au moins vous pouvez juger. Oui, mais déjà sur les salaires, vous pouvez juger, c'est un indicateur bien précis. Prenons déjà les cortèges présidentiels. Non, prenons les salaires, c'est ça qui est concret. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est ça que je dis, nous ne sommes pas pragmatiques. Parce que nous sommes... D'Amiba a augmenté son salaire, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais en tant que citoyen burkinabé, la question que je dois poser... Donc ce n'est pas une bonne idée? Pas forcément une bonne idée. J'aurais été à sa place, je n'aurais pas augmenté mon salaire, on serait allé au front, on aurait eu des résultats concrets. Ensuite, on aurait fait la relecture en disant au peuple, à un certain moment, il faut de la justice. C'est aussi ça, avoir le courage. Donc, non, un homme d'État. Avant, vous ne faisiez pas cette gymnastique. Non, je ne fais aucune gymnastique en réalité. Est-ce que vous êtes toujours révolté? Dernière question, 20 secondes, répondez à la dernière question. Vous êtes toujours révolté? Dans la conception du révolté, nous avons dit, indignons-nous, révoltons-nous, bâtissons notre patrie. Aujourd'hui, je suis un révolté dans l'âme. Je serai toujours révolté contre toute forme d'injustice. Voilà, certaines personnes m'approchent que non, tu es dans le régime, tu critiques une mesure prise par l'exécutif. Je dis non, ça n'a rien à voir. C'est une position, c'est une conviction que je défends. Demain, si on a des questions de malgouvernance, ma nature de révolte, c'est vis-à-vis de quelque chose.
Donc si je dis par exemple je suis révolté, je ne suis pas révolté contre tout, contre rien. Je suis révolté vis-à-vis d'une situation et tant que cette situation d'une manière ou d'une autre va se présenter, je serai révolté vis-à-vis de cela. Et quand j'aurai l'opportunité d'aller dans le bâtissons notre patrie, je fournirai toute l'énergie qui est la mienne pour bâtir ce pays. Voilà qui est clair et c'est ici que nous mettons un point final à la 5e et dernière convocation de la semaine. Je rappelle que le député à l'Assemblée législative de transition, Harouna Louré, était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci encore d'être passé. C'est un plaisir, merci bien à vous. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Merci à l'équipe technique, à la télé comme à la radio. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et merci de rester fidèle au programme de True TV et Watt FM.